Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté la Constitution française, je vais vous présenter les détails de la Constitution anglaise, donc du Royaume-Uni plus précisément. Ça a été beaucoup moins facile pour moi de trouver des moyens explicatifs parce que on dit souvent à tort et à raison que le Royaume-Uni n'a pas de constitution, en tout cas que la constitution n'est pas écrite. Alors c'est vrai que le Royaume-Uni n'a pas de constitution qui s'appelle constitution, donc il n'y a pas un document qui s'appellera la constitution comme on peut avoir en France. On va avoir tout de même, alors c'est un débat parce que certains disent oui il y a une constitution, d'autres disent non il n'y a pas de constitution. En général les gens les auteurs de doctrine, voilà, les académiciens ont tendance à dire que oui, il y a quand même une constitution. La constitution du Royaume-Uni va être faite de plein de morceaux de textes qui viennent d'un peu partout. Alors la constitution anglaise, il faut le dire, c'est un véritable bazar. On a des principes constitutionnels qui ont été reconnus par le comité sur la Constitution de la Chambre des Lords. Et ce comité sur la Constitution a reconnu 5 principes qui sont vraiment les piliers de la Constitution britannique, qui sont la souveraineté parlementaire, le fait que le Royaume-Uni soit membre du Commonwealth ou de toute autre organisation internationale, donc avant il y avait aussi l'Union européenne, la responsabilité du gouvernement, donc le fait que le gouvernement rende des comptes au Parlement, donc ça c'est le même principe qu'en France. L'un des piliers de cette constitution, ça va être aussi l'union des pays membres du Royaume-Uni. Donc le fait que voilà, ils sont unis, c'est un principe à valeur constitutionnelle, et donc c'est un principe qu'on va avoir tendance à respecter et qui va durer dans le temps beaucoup plus que des lois ordinaires. Enfin, on retrouve le principe d'état de droit qu'on retrouve dans beaucoup de constitutions dans plein de pays du monde. Les citoyens et ceux qui exercent l'autorité publique ont reconnu et reconnaissent tous ensemble la valeur de ces normes qui deviennent supérieures aux autres et que ces personnes-là, tout ensemble, ont décidé de ne pas y déroger. Voilà, c'est comme un accord que tout le monde passerait pour dire voilà, cette norme-là, on va la suivre, et on va la suivre d'autant plus qu'elle a une valeur constitutionnelle et elle est plus importante que les autres. Et c'est comme ça qu'on reconnaît la différence, qu'on reconnaît une loi constitutionnelle et qu'on voit la différence entre une loi de valeur constitutionnelle et n'importe quelle autre. Donc par exemple, on va avoir la Magna Carta 2215 qui a institué le principe du droit à un procès équitable. On a le Bill of Rights 2689 qui a limité les pouvoirs du monarque et a consacré la liberté d'expression. En limitant les pouvoirs du monarque, le Bill of Rights a donné plus de pouvoir justement au Parlement et voilà, au gouvernement pour finalement qu'il y ait une séparation des pouvoirs qui soit plus effective. On a aussi donc un acte beaucoup plus récent, dit Equality Act 2010, qui, lui, va instaurer de grands principes de non-discrimination. Alors, ils existaient déjà dans d'autres textes, mais The Equality Act 2010 a réuni le texte sur la non-discrimination raciale et sur la non-discrimination basée sur le genre et a fait un mix des deux. On va aussi trouver des principes constitutionnels dans la common law, et la common law, ce sont des décisions de justice qui vont avoir valeur constitutionnelle. Donc par exemple, dans le premier arrêt que j'ai mis sur le slide, l'affaire du Times Newspaper, cet arrêt-là a réaffirmé le principe de la liberté d'expression et la liberté de critiquer les institutions gouvernementales. Et cet arrêt-là a maintenant valeur constitutionnelle. De la même manière, le deuxième arrêt que j'ai mentionné, R contre Bow Street Metropolitan, alors celui-ci, il a réaffirmé le principe d'indépendance de la justice.
Alors comment est-ce que ces règles-là ou ces arrêts sont devenus constitutionnels? On voit qu'il y a quand même un dénominateur commun, que à chaque fois ce sont des règles qui sont qu'on reconnaît dans la plupart des pays et dans les constitutions d'autres pays aussi, qu'on reconnaît comme étant fondamentales, comme la liberté d'expression, l'indépendance de la justice, les principes de non-discrimination. Voilà, ce sont des grands principes, des principes fondamentaux qu'on retrouve, on va dire, on peut dire que ça va de soi finalement. Ça va de soi, on sait reconnaître que voilà, ce principe aura valeur constitutionnelle, contrairement à d'autres lois qui vont pouvoir encadrer les contrats privés, par exemple. Là, voilà, on sait que une loi qui va encadrer les contrats privés ne sera pas constitutionnelle, puisque ce sera plutôt elle va s'apparenter à une loi ordinaire. Et enfin, alors, ce qui est vraiment très particulier et spécifique au Royaume-Uni, c'est qu'on va avoir des valeurs, des règles de valeur constitutionnelle dans les coutumes constitutionnelles. Ces coutumes-là, elles ne sont pas écrites, elles sont simplement appliquées par habitude. Donc, par exemple, le fait que le monarque britannique doive approuver en les signant les lois votées par le Parlement, ce n'est pas écrit dans aucun texte de loi. Mais cela dit, on ne verrait pas, ce serait impossible de voir que la reine refuse de signer des lois votées au Parlement. Ça ne s'est jamais vu et c'est ce qu'on appelle donc une coutume constitutionnelle qui ne va pas, on ne va jamais déroger à cette règle, puisque maintenant, voilà, c'est la coutume de procéder de cette manière-là. Alors, on va avoir aussi le principe selon lequel le monarque va nommer le Premier ministre du parti leader des élections. Et de la même manière, la reine ne va pas contester en refusant de nommer ce leader vainqueur des élections. Donc ça, c'est une coutume constitutionnelle aussi. On va avoir, donc il y en a vraiment plein, je vais en nommer une dernière, le fait que le Parlement soit dans l'obligation de se réunir au moins une fois par an. Ça aussi, c'est une coutume constitutionnelle. Et finalement, même si c'est écrit nulle part, les personnes qui doivent suivre ces coutumes-là les suivent plutôt bien et les suivent depuis très longtemps et ne dérogent pas à ces règles. Alors, il y a parfois des dérogations dans certains cas et dans ce cas-là, on va parler d'évolution de la société. On va parler de besoin de modifier ou de changer ces coutumes-là. Et finalement, les coutumes vont évoluer de cette manière. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi à suivre. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à me remettre dans ces sujets-là. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas traité de sujets comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment les étudiants français ont de la chance d'avoir une constitution écrite, au moins tout est clair, net et précis, ce qui n'est pas du tout le cas au Royaume-Uni. Mais j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris un petit peu plus le fonctionnement, que ce soit pour ceux qui n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait dans la constitution et pour ceux qui connaissaient un petit peu les règles en France mais qui ne connaissaient pas les principes au Royaume-Uni. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à commenter, à me donner des idées de sujets pour des